Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast des 4 piliers où l'on parle de sommeil, de nutrition, de santé physique et de santé mentale et comment améliorer ses habitudes pour être en meilleure santé basée sur la science et l'expérience. Je suis Baptiste Tasson et je suis un étudiant pour la vie qui partage les choses que j'apprends concernant la santé pour en faire bénéficier le plus grand nombre gratuitement et rapidement. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la nutrition pour la maximisation de ses performances physiques dans une série de 2 épisodes commençant par celui-ci et faisant partie d'une série d'épisodes concernant la santé physique dans laquelle nous aborderons l'hypertrophie, la force, la perte de poids, l'endurance, la récupération ou encore la nutrition. On arrive sur les 2 derniers épisodes, de cette série de podcasts sur la santé physique. Je vous invite à aller, les voir, et les écouter si vous ne l'avez pas fait. Le tout premier épisode de cette série, c'est, les 9 adaptations du fitness et depuis, tous les épisodes sur la santé, physique du podcast qui sont sortis, eh bien, font partie de cette série. Et après, si vous n'êtes pas sûr de si ça fait partie de la série ou non, vous avez juste à écouter l'introduction parce que dans l'introduction, à chaque fois, évidemment, je mentionne le fait que ça fait partie de cette série. La discussion du jour est autour de la nutrition et de la supplémentation, donc, afin de maximiser ses performances et sa récupération. Et c'est un sujet intéressant en ce sens que de plus en plus de gens s'intéressent à la supplémentation, notamment et pas seulement pour avoir, toutes les vitamines et tous les nutriments dont le corps a besoin en bonne quantité, mais aussi pour maximiser les performances et la récupération. Et il y a des suppléments qui sont super, d'autres qui sont terribles et d'autres qui n'ont aucun effet, donc qui sont, inutiles. Nous allons voir au cours de ces 2 épisodes ce qu'il en est. La raison pour laquelle les suppléments fonctionnent est parce qu'ils permettent d'obtenir des nutriments en grande concentration, tels que l'on ne trouve pas naturellement via la nourriture. Maintenant, après avoir dit ça, la première chose va être de se concentrer sur les bases, c'est-à-dire sur le sommeil, la nutrition et l'hydratation, et nous parlerons de ces choses plus en détail dans un moment. Évidemment, il y a plein de situations et de circonstances pour lesquelles la supplémentation peut être utile, mais à cause de la forte concentration, les suppléments peuvent être improductifs, destructifs ou contre-productifs, car la prise d'un supplément peut en rendre un autre improductif, par exemple. Mais pour avoir une, supplémentation optimale, il faudrait faire, des prises de sang, des prises de salive, d'urine, de sel afin de parfaitement connaître vos besoins, physiologiques et de pouvoir vous donner juste la bonne quantité, en partant du principe de donner à chaque individu exactement ce dont il a besoin. C'est ce qui est fait avec les athlètes, de haut niveau. Évidemment, faire ce genre de choses n'est pas envisageable pour la majorité d'entre nous, par manque de temps, de moyens financiers ou de personnes pouvant nous aider. Donc, on va voir quels sont les suppléments les plus utiles et pour le meilleur prix. Et ce sont par exemple des suppléments permettant d'atteindre l'un des 3 objectifs du fitness, c'est-à-dire pour l'esthétique par exemple, avec des suppléments favorisant le gain musculaire et la perte de gras. Évidemment, ce sont des suppléments, non hormonaux, des suppléments qui, peuvent améliorer les niveaux d'énergie et ou de performance, que ça soit pour, faire plus de séries à la salle ou pour vous sentir mieux et avoir plus d'énergie pendant, votre journée et aussi des suppléments soutenant la troisième et dernière chose, donc la longévité. Heu Bien sûr, avant de continuer cet épisode, quand je parle de suppléments, je parle évidemment de compléments alimentaires. C'est juste que j'utilise un peu, enfin, en fait, j'utilise le mot qui est utilisé, en anglais, qui est supplements pour les compléments alimentaires. Je fais un peu l'amalgame entre ces 2 mots. Donc voilà, ne m'en tenez pas à rigueur et soyez juste au courant que voilà, quand je parle de suppléments, je parle de compléments alimentaires. On a peut-être plus l'habitude d'entendre le mot, complément alimentaire que supplément. Mais voilà, vous comprenez l'idée.
La plupart du temps, lorsque l'on pense à la supplémentation, on pense tout de suite à de la haute performance, des séances intenses ou à la prise de muscle, mais ça n'est pas nécessairement le cas tout le temps. Prenons par exemple la créatine, en particulier la créatine monohydratée, car c'est elle qui a le plus d'études. Il semble qu'elle a très peu d'effets secondaires, ce qui paraît logique car c'est un des composés dont notre corps a besoin et qui est naturellement présent dans la viande par exemple. Et les bénéfices d'une prise de 2-3 grammes de créatine incluent bien sûr une meilleure force musculaire et de meilleures performances musculaires, mais aussi pour la densité minérale osseuse. Également, pas mal d'études qui s'intéressent aux bénéfices cognitifs comme sur la mémoire, sur la capacité d'exécution, la dépression, l'humeur, Alzheimer, Parkinson et globalement toutes les formes de maladies neurodégénératives. Nous savons que le cerveau adore la créatine. Mais la créatine n'empêche aucune de ces maladies de survenir, malheureusement et ne permet pas de les traiter non plus à elle seule. Mais ce qui est sûr est qu'il n'y a pas d'études qui mentionnent d'inconvénients à la créatine. Ceci est pour montrer qu'on ne doit pas réduire un supplément à à une seule chose, pardon. Vous le savez, c'est comme pour tout, rien n'a qu'une seule fonction, rien n'impacte qu'une seule chose. Donc, la créatine n'est pas simplement là pour les gains musculaires ou les hautes performances. La créatine est aussi cruciale pour la récupération musculaire, notamment pour récupérer des microdéchirures musculaires. Elle peut potentiellement être utile pour la perte de gras, etc., etc. Vous pouvez vous amuser à rechercher créatine monohydratée, peut-être en anglais, hein, donc creatine monohydrate, sur un site comme examine.com, donc examine comme examine quoi, examine.com, et vous verrez une longue liste eh bien tout simplement des milliers d'études sur les bénéfices potentiels de la créatine. C'est probablement le supplément numéro c'est probablement le supplément, numéro 1. De plus, le système de phosphocréatine est très important pour le fonctionnement du cerveau antérieur ou, prosencéphale, pardon. Hem Étant donc la partie du cerveau juste derrière votre front, qui est responsable dans la planification, l'action, la mise en place de règles et de contextes. Par exemple, si vous jouez à un sport, collectif, être en attaque est généralement assez différent par rapport à être en défense et le changement de règles en fonction de la phase est géré par cette partie du cerveau. Donc tout ce qui peut favoriser le fonctionnement du, prosencéphale est bon pour les humains et en général, ça supprime l'anxiété, nous permet d'interpréter ce qui se passe. Et l'avantage est que la créatine est un supplément, plutôt accessible, en plus de pouvoir être consommé à n'importe quel moment de la journée. La créatine est aussi, pas trop mauvaise pour, favoriser l'hydratation des tissus et c'est pourquoi, si vous en prenez trop, ça peut entraîner des problèmes intestinaux à cause de la rétention de fluides notamment. Et quand je dis que c'est un supplément, plutôt, accessible, c'est bien sûr comparé à d'autres suppléments qui sont assez, onéreux et puis quand vous regardez le retour sur, investissement, c'est plutôt pas mal pour la créatine. Et la créatine, elle peut potentiellement réduire le drop de performance cognitive après une mauvaise nuit de sommeil ou lié à un manque de sommeil. Cependant, il va falloir plusieurs semaines avant que vous ne ressentiez les effets de la créatine. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Elle a besoin d'être stockée dans les tissus. Elle doit s'accumuler avant de pouvoir agir sur quoi que ce soit. Elle n'a pas une réponse aiguë comme peut l'avoir la caféine ou d'autres stimulants. Elle a plutôt ce qu'on va appeler donc une réponse chronique. Donc, si vous n'en consommez pas de manière régulière, il n'y a aucun intérêt d'en prendre. De la même manière que des protocoles d'amélioration de la santé, comme voir la lumière du soleil le matin, faire de l'endurance, dormir, seront efficaces sur le long terme, il n'y a presque, il n'y a presque qu'avec le sommeil qu'on peut constater des effets quasi immédiats après une bonne nuit de sommeil. Les effets de la prise de créatine mettent du temps à se manifester pour vous aider ensuite sur les moyens et long terme.
Autrement dit, lorsque vous prenez des suppléments ou que vous appliquez un protocole sur la durée de manière régulière, c'est-à-dire 80 à 90 du temps, eh bien, ça vous amène à être plus résilient lorsque les conditions ne sont plus idéales et lorsque les conditions sont proches, d'être, voire sont idéales. C'est là que vous constatez les effets incroyables de vos actions, vous permettant de fonctionner et de performer au mieux. Donc, nous allons aujourd'hui veiller à différencier les effets aigus, c'est-à-dire les effets immédiats, des effets chroniques, c'est-à-dire les effets qui se manifestent au bout de plusieurs semaines/mois. Et quand j'emploie le terme d'effet chronique, il ne faut pas prendre peur avec ce mot chronique qui fait souvent penser aux maladies chroniques. Ici, on parle d'effets qui vont mettre un certain temps avant de se manifester, mais une fois qu'ils sont là, eh bien, cela nous bénéficie assez nettement. Tandis que des choses telles que des stimulants vont avoir un effet aigu, c'est-à-dire qu'ils vont atteindre leur apogée au bout de 30 minutes et s'estomperont au bout de 4 heures à peu près. Finalement, la créatine est un très bel exemple d'un supplément qui a des bénéfices chroniques positifs tant mentalement que physiquement. Nous verrons peut-être par la suite les meilleures pratiques pour tirer le maximum de la créatine ainsi que ses potentiels effets secondaires. En termes de suppléments, il y a 3 catégories qui sont, assez, communes. La première, c'est carburant ou énergie. La deuxième, ce sont les stimulants et la troisième catégorie, ce sont les bloqueurs de fatigue. La créatine rentre dans la catégorie des carburants. Ça n'est pas un stimulant car, nous avons, parlé de ses effets chroniques et non de ses effets, aigus. Pour les bloqueurs de fatigue, il y a la bêta-alanine ou le bicarbonate de sodium. Et évidemment, pour les stimulants, ça va du jus de betterave à de la caféine ou quelque chose d'équivalent. Et nous reparlerons de tout ça un peu plus en détail plus tard, soit dans cet épisode, soit dans le prochain épisode. Un des aspects fondamentaux de la nutrition et de la supplémentation pour les performances est l'hydratation. On est bien sûr au courant qu'il faut boire 1,5 à 2 litres par jour, que si notre urine est trop jaune, c'est que l'on ne boit pas assez, etc. Déjà, certains pourraient se demander si l'eau alcaline est une bonne chose pour nous aider dans l'alcalinité de nos tissus. Premièrement, il semble que le corps soit capable de gérer assez bien tout seul ce paramètre et potentiellement changer un peu trop ses niveaux alcalins en buvant de l'eau alcaline peut être au final plus nuisible qu'autre chose. Puis, il y a certainement des choses à faire avant de s'inquiéter de l'alcalinité de votre eau, car tant que vous n'aurez pas optimisé, tant que vous n'aurez pas travaillé pendant des années ces autres choses, optimiser l'alcalinité de votre eau ne fera pas une grande différence. Et comme dans cette discussion, on essaie plutôt de s'intéresser aux 20% des choses qui apportent 80% des résultats, ça n'est pas très pertinent ici. Ce qui est sûr en revanche est que l'hydratation est clé pour les performances physiques et mentales. Il est clair que si vous manquez d'eau, si vous êtes déshydraté, cela a un effet négatif évident sur votre organisme et dès lors que vous commencez à vous réhydrater, tout va mieux tant pour les performances physiques que pour les performances mentales. En fait, nous savons qu'une perte de poids de l'ordre de 2 à cause de la déshydratation, admettant que vous êtes en pleine séance et que vous transpirez à tel point que vous avez perdu 2 de votre masse corporelle en eau, cette simple réduction est suffisante pour réduire la précision de vos mouvements. Et on peut également constater que cela impacte aussi votre perception de l'effort. Une déshydratation de l'ordre de 2 pardon, est suffisante pour vous donner l'impression que les exercices sont plus durs. Si vous atteignez les 3 à 5 de perte de poids à cause de la déshydratation, on commence à constater une réduction significative du volume sanguin, ce qui est extrêmement important pour l'endurance. Le sang devient plus visqueux et donc plus difficile à pomper et de nombreux problèmes vont commencer à survenir. Donc, être déshydraté ne va pas seulement réduire les performances à cause de l'aspect mental et de problèmes neuromusculaires, vous allez perdre en précision, en endurance et vous allez perdre en vitesse et en puissance. Peu importe à quoi vous vous intéressez, ça va être impacté négativement si vous êtes déshydraté.
Il faut donc faire attention lorsque vous commencez une séance, car si vous êtes déjà déshydraté à 1%, dès que vous allez commencer à transpirer, vous allez très vite atteindre les 2% de déshydratation et avoir une réduction donc de performance. Il faut donc arriver suffisamment hydraté avant de faire une séance, mais il ne faut pas arriver trop hydraté non plus au risque d'avoir des problèmes tout aussi gênants. Car il y a une nécessité d'avoir la bonne concentration de sodium, potassium, magnésium et de chlorure en dehors de vos cellules et dans vos cellules. Si vous essayez de générer une contraction musculaire, cela demande un gradient électrique et les ions sodium, potassium et magnésium sont des cations, c'est-à-dire qu'ils sont chargés positivement, tandis que le chlorure est un anion, c'est-à-dire qu'il est chargé négativement, et il est nécessaire d'avoir une quantité suffisante de ces ions afin d'assurer une certaine neutralité électrique entre l'intérieur et l'extérieur des cellules, et quand vous bougez ou contractez un muscle, vous changez le voltage à ce niveau-là, en quelque sorte. Le problème quand vous buvez trop et trop rapidement est que vous allez diluer votre sang et par conséquent, il n'y aura pas la même quantité de signaux électriques, tout simplement car vous avez toujours la même quantité d'électrolytes, sodium, potassium et magnésium, mais dans un volume plus grand. Donc la concentration diminue, ce qui pose de gros soucis en termes de contraction musculaire. Et ça peut littéralement vous tuer, hein, c'est ce qu'on appelle l'hyponatrémie, signifiant littéralement faible teneur en sodium. Le sodium étant un élément chimique de signe Na dans le tableau périodique des éléments, d'où le nom hyponatrémie. Et vous n'avez pas d'hyponatrémie en transpirant, mais en buvant trop d'eau. Et ce n'est pas que la quantité de ce n'est pas que la quantité de sodium est faible, mais que sa concentration est faible à cause d'une consommation excessive de fluide. Vous avez trop dilué. Même sans aller jusque-là, ces symptômes d'une surhydratation peuvent être très similaires à ceux d'une sous-hydratation, brouillard mental, confusion, baisse de performance, troubles gastro-intestinal, et vous pensez que ce sont des symptômes d'un manque d'eau, donc vous buvez encore plus, exacerbant le problème. Donc, même si certains d'entre vous lèvent les yeux au ciel en entendant parler d'hydratation, c'est vraiment fondamental si vous n'êtes pas ne serait-ce qu'un peu en dehors du milieu, pas besoin, d'aller, dans les extrêmes. Cela va causer tout un tas de problèmes et vous allez commencer à croire, hem, pardon. Cela va causer tout un tas de problèmes et vous allez commencer à croire que vous avez toutes sortes de problèmes, alors que c'est juste un problème d'hydratation, hein. Par exemple, il y a une histoire d'une dame qui buvait, plus de 5 litres d'eau par jour et qui pensait avoir des problèmes intestinaux et qui, simplement en ne buvant plus que 2,5 à 3 litres par jour, eh bien, elle a tout qui s'est amélioré. Hem voilà, alors elle buvait autant parce qu'elle buvait notamment beaucoup de café, hem, parce qu'elle, travaillait, dans à un poste elle avait un poste qui amenait, beaucoup de stress, donc elle buvait beaucoup de café, hein, 8 par jour, ce qui est absolument énorme, et elle en buvait autant parce qu'elle dormait mal à cause du stress, sauf que le café, il favorise l'expulsion de sodium et donc après avoir changé son hydratation, donc 3 cafés au lieu de 8, eh bien, tout allait mieux en termes d'intestin, en termes de sommeil. Donc en buvant moins de café, en buvant moins d'eau par jour, moins de fluide par jour, tout s'est amélioré. Des fois, les problèmes peuvent venir de là. Et oui, l'hydratation, ça n'est pas sexy, mais elle constitue la fondation du fonctionnement cellulaire dans le corps. Il est important de se rappeler que nous sommes constitués à 70% d'eau et que tout processus cellulaire nécessite une quantité suffisante de sodium, de potassium et de magnésium, et dans la bonne concentration dans l'eau pour permettre à chaque cellule de votre corps de fonctionner le mieux possible. Une chose assez commune que l'on peut constater si une personne boit trop d'eau, couplée à de la caféine, est qu'elle va avoir des symptômes ressemblant à de l'anxiété. Et c'est assez normal car il y a un signal qui est envoyé au cerveau par la vessie et qui nous rend plus anxieux. Qui n'a jamais eu envie de faire pipi alors qu'il était en voiture, par exemple?
C'est ce mécanisme aussi qui nous réveille la nuit pour qu'on aille aux toilettes. Et la miction nocturne est plutôt un bon indicateur de troubles du sommeil. Euh, et c'est à cause de la vasopressine. Vos reins ne sont pas censés produire beaucoup d'urine la nuit, donc si vous vous réveillez plusieurs fois dans la nuit pour faire pipi, soit vous avez des troubles du sommeil, soit vous buvez trop d'eau, ce qui est problématique dans tous les cas, car votre sommeil est dégradé. Et si vous vous hydratez juste, mais suffisamment, mais que vous continuez à vous lever la nuit pour aller aux toilettes, vous avez potentiellement donc des troubles du sommeil. Hem, Si vous allez aux toilettes une fois dans la nuit, ça passe encore, hein, mais si vous commencez à aller 2 fois ou plus de manière régulière aux toilettes la nuit, eh bien, commencez par faire des ajustements en termes d'hydratation et très souvent cela réglera vos problèmes. Car si vous urinez assez abondamment et que votre urine est claire, c'est probablement que vous avez trop bu, que vous buvez trop et non que vous avez des troubles du sommeil. Et si vous vous réveillez plusieurs fois et que vous urinez des quantités faibles, c'est plus probable que ce soit la vasopressine qui active vos reins. Pour savoir si vous buvez suffisamment, vous pouvez vous peser juste avant de vous coucher et vous peser juste après votre réveil. Et normalement, vous devriez être un peu plus lourd le soir, de l'ordre de 500 grammes par rapport au matin. Si ça n'est pas le cas, c'est que vous êtes sûrement déshydraté et votre urine sera probablement plutôt jaune sombre au réveil. Si c'est le cas, ça peut être une autre approche à ce problème. En termes de quantité d'eau par jour, une règle peut être de boire environ 30 grammes d'eau, soit 30 millilitres ou 3 centilitres, pour 1 kilogramme de masse corporelle. Ça dépend d'autres facteurs également et il faut rajouter que ça ne prend pas en compte la perte d'eau à cause de l'exercice physique ou d'un sauna par exemple. Globalement, si vous transpirez, peu importe la raison, il faudra nécessairement boire plus. Le tout est de boire 125% de l'eau que vous avez perdue en transpirant. En général, lorsque vous finissez un effort et que vous avez simplement les aisselles et le bas de la nuque qui sont mouillés de transpiration sur votre t-shirt, vous avez perdu environ 500 grammes d'eau, donc il faudra boire 750 millilitres. Si vous êtes trempé de transpiration, vous êtes certainement à près d'1 kilo d'eau perdue, donc il faudra boire environ 1,5 litre. Dans un environnement chaud, la perte de fluide peut être comprise donc entre 0,5 et 5 kilos selon les conditions et selon votre morphologie. Et si vous voulez savoir combien vous avez perdu d'eau pendant votre séance, vous pouvez encore utiliser une balance. Vous pesez nu avant puis après la séance. Et quand on a parlé de 30 grammes de fluide par kilo de masse corporelle, on parle ici de n'importe quel fluide. L'eau, bien sûr, mais aussi le café, le thé, les sodas, les boissons énergisantes, bref, tout ce que vous pouvez boire. Et en général, les fluides contenant de la caféine nous amènent à sécréter du sodium, comme nous l'avons dit un peu plus tôt. Ça signifie que la caféine peut accélérer la déshydratation, mais le café ne fait pas forcément ça quand vous buvez du café avec de la caféine. Cette caféine n'est pas toute seule, elle est accompagnée d'un fluide. Donc, le café ne vous déshydrate pas. Il va peut-être rendre votre urine plus jeune, mais en général, il ne vous déshydrate pas. C'est plutôt quand la caféine, elle est toute seule, isolée, que ça peut poser des problèmes. Maintenant, si vous prenez des pilules donc de caféine toute seule, là, vous pouvez donc avoir un problème. Et ce qui est plus préoccupant n'est pas de savoir s'il faut essayer de prendre des suppléments d'électrolytes pour compenser la perte de sodium induite par la caféine, mais plutôt de savoir quelle quantité de sodium vous reste-t-il dans votre organisme et quelle quantité avez-vous perdu à cause de votre séance d'entraînement. Après, quand on parle de transpiration, nous savons tous que pas tout le monde a la même capacité à transpirer. Certaines personnes transpirent assez peu, d'autres ont à peine besoin de bouger un orteil pour transpirer, et puis d'autres, évidemment, sont entre les deux.
Mais c'est important de transpirer et ce pour plein de raisons. Et vous pouvez entraîner votre capacité à transpirer, ce qui est important pour l'acclimatation pardon, à la chaleur et ça compte, hein, car quand vous transpirez, ça n'est pas ce qui régule votre température directement, c'est le fait que la transpiration s'évapore une fois qu'elle est à la surface de votre peau, qui vous permet de vous rafraîchir. Donc si vous arrêtez de transpirer, vous pouvez être sûr qu'en quelques secondes, vous allez arrêter de bouger. Et pour pratiquer votre capacité à transpirer, vous pouvez par exemple passer du temps dans un sauna ou dans un jacuzzi. Bien sûr, la génétique joue beaucoup, mais il n'y a, aucune inquiétude à avoir. Comment savoir si vous êtes quelqu'un qui perd beaucoup de sel via la transpiration? Eh bien, vous pouvez utiliser la bonne vieille technique de regarder vos vêtements de sport pour voir s'il y a des taches blanches dessus. S'il y en a beaucoup, ça signifie que vous êtes quelqu'un qui transpire beaucoup de sodium. Vous pouvez également faire des tests d'hydratation. Certains peuvent même, vous donner des résultats presque en temps réel ou grâce à des patchs que vous mettez sur votre peau et qui sont raisonnablement fiables dans leur estimation. On s'en fiche d'avoir une précision de, 5, 10 ou 20. Le tout est de savoir si vous transpirez beaucoup ou non de sodium, mais le savoir au milligramme près n'a aucun intérêt. Le tout est de savoir où vous vous situez, plutôt faible, moyen ou élevé en termes de perte de sodium via la transpiration. Et idéalement, en termes d'électrolytes, vous voulez matcher à peu près ce que vous transpirez en termes d'électrolytes donc. Vous pouvez aussi en apprendre pas mal sur la déshydratation grâce au sang avec des marqueurs aigus comme l'hémoglobine, l'hématocrite. Si votre hémoglobine est supérieure ou égale à 15, c'est un signe de déshydratation aiguë, tout comme une déviation de 50 pour l'hématocrite. Et il y a aussi de nombreux marqueurs biologiques qui peuvent vous indiquer une déshydratation chronique, donc une prise de sang peut vous donner beaucoup d'informations. L'albumine est une autre mesure fantastique pour connaître le statut d'hydratation sur le long terme. Vous pouvez aussi faire des tests qui sont donc gratuits, c'est-à-dire se peser nu avant et après sa séance en prenant en compte la quantité d'eau ingérée pendant la séance. Pour rappel, 1 litre d'eau, ça pèse en gros 1 kilo ou le test des taches de sel sur les vêtements ou d'utiliser un patch. Si vous pratiquez une activité ou un sport et que vous ne perdez pas plus de 2 de masse d'eau, vous vous n'avez pas besoin de vous inquiéter outre mesure sur l'hydratation pendant vos séances d'entraînement. Vous n'allez pas expérimenter une chute de performance si vous perdez aussi peu d'eau. Nous allons voir maintenant quelle quantité de fluide on peut ingérer pendant ces séances. Pour ce faire, il faut prendre sa masse corporelle en kilos, la multiplier par 2 et le résultat représente le nombre de millilitres que vous devez boire toutes les 15-20 minutes. Donc, si vous faites 100 kilos, eh bien fois 2, ça donne 200. Donc, vous devez boire environ 200 millilitres toutes les 15-20 minutes. Maintenant, comment procède-t-on? Doit-on boire les 200 millilitres de manière régulière ou tout boire d'un seul coup au bout de 15-20 minutes? La réponse est qu'il vaut mieux boire d'un seul coup. 200 millilitres, ça représente 1/5, donc 20 d'une bouteille d'1 litre. Ça n'est pas si déraisonnable que ça. Et la raison pour laquelle il est conseillé de le faire toutes les 15-20 minutes est pour éviter les problèmes gastro-intestinaux. Ce qui est important pour la récupération, c'est la règle des 3 R: reconstruire, réhydrater et réapprovisionner. Ce que ça signifie est que vous devez avoir un flux continu de glucose, vous devez avoir un flux continu d'acides aminés, vous devez vous hydrater et vous devez faire tout ça sans trop perturber vos intestins. Cependant, tout ça est fortement influencé par le niveau d'hydratation avec lequel vous avez débuté votre séance et des facteurs externes comme la chaleur, l'humidité. Mais ça vous donne une bonne idée des quantités à consommer pour optimiser vos performances.
Et à la fin, pesez-vous pour savoir quelle quantité d'eau vous avez perdue et buvez-en 125% en prenant en compte la quantité de fluide ingéré pendant votre séance. Admettons que vous pesez 100 kilos et que vous avez bu 600 millilitres d'eau pendant votre séance et après votre séance, vous pesez 99,5 kilos. Vous avez en réalité donc perdu 1,1 kilo puisque 600 millilitres, ça fait 600 grammes. Mais vous avez déjà bu donc 600 millilitres, donc 600 grammes d'eau. Donc il faut boire pardon 125% des 500 grammes restants, c'est-à-dire en gros boire de nouveau 750 millilitres. Ce nombre de 125 est une directive approximative, ça vous donne une bonne idée. Quelques gorgées toutes les 15-30 minutes devraient amplement suffire. Les 3 caractéristiques les plus importantes de l'hydratation pour les performances physiques et mentales, eh bien, ce sont commencer hydraté, rester hydraté pendant votre session et hydratez-vous après. Nous avons discuté des 2 millilitres par kilogramme de masse corporelle pour commencer hydraté. Nous avons discuté de cette même règle et de l'ingestion de fluide toutes les 15-20 minutes pour rester hydraté. Et enfin, nous avons discuté des 125% pour s'hydrater après la session. On peut aussi avoir un petit guide en 5 étapes pour optimiser l'hydratation afin de maximiser les performances. Étape 1, buvez beaucoup d'eau dès votre réveil. Ça vous permet de vous lancer, ça vous évite d'avoir à boire beaucoup d'eau le soir ou la nuit, ce qui compromet votre sommeil. Beaucoup d'eau, ça signifie entre 500 millilitres et 1 litre, tout dépend de votre masse. Mais boire beaucoup d'eau ne signifie pas tout boire d'un seul coup, car le plus vite vous allez boire, le plus vite cela va étendre le volume sanguin et plus vite vous allez vous en débarrasser. Tout simplement car quand vous buvez beaucoup d'un seul coup, vous diluez votre sang et la première réaction de votre corps quand votre sang est trop dilué est d'éliminer l'eau pour amener le volume de sang vers le bas. Et une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes doivent se lever la nuit pour aller aux toilettes est parce qu'elles boivent un verre d'eau d'un seul coup avant de dormir. Ce qui est recommandé est de limiter sa prise de fluide en général à seulement quelques gorgées par heure dans les 3 dernières heures avant de se coucher. Si vous vous réveillez dans la nuit et que vous avez la bouche sèche, il peut y avoir 2 raisons à cela. La première est que vous êtes déshydraté, la seconde est que vous respirez par la bouche. Une manière assez efficace pour éviter de se réveiller dans la nuit pour aller aux toilettes est de se bâillonner, tout simplement, de mettre un ruban adhésif sur votre bouche ou utiliser un dilatateur sur votre nez. Et ce qui se passe en général est que vous ne vous réveillez plus avec la bouche sèche et donc plus besoin de boire pendant la nuit, évitant de devoir vous lever pour aller aux toilettes. Maintenant, nous en avons déjà discuté sur ce podcast, mais si vous avez ce problème en plus de ronflement, cela dégrade la qualité de votre sommeil. Donc il faut travailler dessus pour endiguer le phénomène et conserver votre santé sur le long terme. Donc, ça va être à vous de voir quels problèmes vous avez, si vous avez des problèmes. Si vous vous réveillez pour faire pipi sans avoir la bouche sèche, c'est certainement un problème de consommation, d'eau. Si vous vous réveillez avec la bouche sèche dans la nuit, mais que vous urinez beaucoup, vous n'êtes probablement pas déshydraté, c'est plutôt que vous respirez, par la bouche. Et si vous vous réveillez avec la bouche sèche et que vous avez peu d'urine, c'est que vous êtes peut-être un peu déshydraté. Donc, la première étape est de boire beaucoup d'eau dès le réveil, idéalement en la sirotant et pas d'un seul coup. Comme ça, vous obtenez tous les effets bénéfiques de l'eau sur les performances et vous n'avez pas à vous inquiéter de la dégradation de votre sommeil et vous allez commencer votre session de travail physique ou mentale bien hydraté. La deuxième étape, c'est manger majoritairement des aliments complets. Pourquoi? Parce qu'une chose déterminant votre hydratation sont vos choix culinaires.
Il y a des aliments qui sont plus riches en eau que d'autres. Certains fruits, comme la pastèque ou le melon, et même la viande, en fonction de la cuisson, bien évidemment. Mais les animaux, ils sont comme nous, hein, ils sont faits à un fort pourcentage d'eau. Donc, quand vous mangez de la viande, il y a de l'eau, à part si le morceau, il est carbonisé. Si vous mangez beaucoup de malbouffe, de nourriture industrielle, par essence, ces aliments sont déshydratés, complètement ou partiellement, réduisant l'ingestion de fluides. En plus, ces aliments sont généralement riches en sel, donc vous avez une nourriture peu hydratée et richement salée, ce qui n'est pas idéal. Si vous mangez au contraire majoritairement de la vraie nourriture, des aliments peu ou pas transformés, votre hydratation va monter en flèche. Une bonne partie des fluides que vous devez ingérer par jour doit venir de la nourriture que vous mangez. Vous n'avez pas normalement besoin de boire 3 bouteilles d'eau d'1 litre par jour, à part si vous faites une activité particulièrement intense ou qu'il fait vraiment très chaud dehors. Et dans le cas des vrais, aliments, vous aurez besoin d'ajouter un peu de sel sur, vos repas selon vos préférences. Vous pouvez aussi éventuellement prendre un supplément d'électrolytes. En résumé, l'étape numéro 2 est donc de consommer des aliments hydratants, donc des vrais aliments. Étape 3, préhydratation avant une séance, que vous savez intense, longue et ou chaude. Vous pouvez prendre la méthode des 2 millilitres par kilo de masse corporelle pour ce faire. Vous pouvez aussi utiliser le système WUT pour Weight, Urine and Thirst, c'est-à-dire poids, urine et soif. Donc ça fait PUS en français, mais on va garder WUT parce que c'est toujours plus stylé en anglais. Euh, Autrement dit, vérifiez votre poids, regardez la couleur de votre urine et épanchez votre soif. Vous pouvez utiliser ces 3 choses pour avoir une bonne idée de votre statut d'hydratation. En général, dans l'heure précédant la séance, c'est bien de boire entre 400 et 500 millilitres. Et si ça va être vraiment intense et que ça ne suffit pas, vous pouvez ajouter 100 à 300 millilitres 15-20 minutes avant votre séance. Tout dépend de votre masse corporelle. Si vous faites cela, vous utilisez les 2 millilitres par kilo pendant votre séance, toutes les 15-20 minutes. Et idéalement, vous ne buvez pas seulement de l'eau, mais un fluide similaire à votre transpiration, c'est-à-dire un fluide avec des électrolytes, 200 à 400 mg de sodium, un tiers de potassium par rapport au sodium. Et les concentrations sont inversées pour le jus de coco, par exemple. Donc si vous en buvez pour vous hydrater, n'oubliez pas d'ajouter un peu de sel. Euh, tout simplement. Donc bien sûr, les, personnes qui sont susceptibles de faire, ou qui font de l'hypertension doivent faire attention à leur, consommation de, sodium, mais ça reste important car les données montrent que lorsqu'un individu n'a pas assez de sodium, sa clarté mentale, sa concentration, son endurance physique et mentale, eh bien en pâtissent énormément. Et l'argument comme quoi on mange déjà trop de sel est vrai lorsque vous mangez beaucoup de nourriture industrielle et que vous ne faites pas de sport. Mais pour les personnes qui sont conscientes de leur santé, et il y en a de plus en plus, et tant mieux, et si vous écoutez ce genre de contenu, c'est probablement votre cas, ces personnes-là font du sport, mangent en majorité de vrais aliments, et pour ceux qui ne mangent pas beaucoup de glucides mais qui consomment de la caféine, la prise de sel est presque obligatoire pour la rétention d'eau normalement, notamment, pardon. En effet, les glucides et en particulier les féculents retiennent de l'eau, ce qui fait que lorsque vous n'en consommez pas, vous avez tendance à aller plus souvent aux toilettes pour uriner, tout comme si vous buvez du café. Et donc la combinaison de ces 2 choses et de l'exercice fait que mettre 1 gramme de sodium dans votre boisson pour votre séance n'est pas quelque chose d'impensable. Et il n'est pas nécessaire de prendre un supplément, surtout en utilisant presque n'importe quel type de sel, hem, pour mettre dans votre boisson et en salant suffisamment, vos repas, vous devriez être capable d'obtenir tout le sodium dont vous avez besoin. Et ici aussi, le goût joue un rôle important. Si quelque chose vous semble trop salé, c'est que vos réserves de sodium sont probablement
bien remplie. Si en revanche, vous avez envie de sel, que vous avez envie d'en rajouter sur votre plat, c'est probablement que vous avez une mini carence en sel et que votre corps vous indique pardon, qu'il en veut grâce au goût. Fonctionner avec son instinct est parfois une bonne chose et dans ce cas, ça l'est. Si vous ressentez de la fatigue, que vous avez du mal à vous concentrer, que vous ne performez plus aussi bien que d'habitude, c'est peut-être parce que vous manquez de sodium. Et bien sûr, une prise de sang peut démêler tout ça pour vous. Il y a des personnes qui sont extrêmement sensibles au sodium et si c'est votre cas, comme toujours, travaillez avec un professionnel. Comme nous en avons déjà parlé sur le podcast, si vous consommez des glucides et que vous faites soit un effort très intense, soit un effort très long, donc 2 heures ou plus, consommer des glucides avant ou pendant vos séances peut être bénéfique pour éviter la chute de performance due au manque de glycogène dans les muscles. En revanche, si vous suivez un régime cétogène, vous ne mangez aucun glucide, donc votre corps va enclencher un processus appelé la néoglucogénèse, vous permettant de fabriquer du glycogène à partir d'acides aminés notamment. Et non seulement cela vous permet de produire du glycogène, mais en plus cela vous permet d'en avoir juste ce qu'il faut et donc de ne pas stocker de gras, contrairement à quand vous apportez des glucides à votre corps. euh, via votre votre alimentation, comme on en a parlé récemment dans un format court. Et si vous partez sur un régime riche en glucides, eh bien, vous trouverez en général des boissons pour le sport contenant entre 5 et 9 de glucose. L'inconvénient de ces boissons est qu'elles ont tendance à être peu salées. Et lorsque vous faites des efforts qui risquent de causer un épuisement des réserves de glycogène, donc seulement si vous suivez un régime riche en glucides, il est recommandé de prendre entre 60 et 100 grammes de glucides par heure, c'est-à-dire entre 15 et 30 grammes de glucides toutes les 15-20 minutes. Mais pour moi, ces chiffres sont bien trop exagérés, simplement pour satisfaire les industriels qui vous vendent leurs boissons, leurs gels ou leurs bars. Je conseillerais plutôt 10 fois moins, c'est-à-dire entre 5 et 10 grammes de glucides par heure. Un des rares avantages potentiels des glucides est lié à la rétention d'eau qu'ils génèrent et dont nous avons parlé précédemment, car les glucides vont amener de l'eau dans les cellules, aidant dans le processus d'hydratation. Ensuite, le type de glucides a son importance. Pendant les séances, il faut se concentrer sur le glucose et le fructose avec un ratio de 3 pour 1 pour le glucose, car ces deux types de sucre se rendent dans les tissus par deux transporteurs différents. Et donc, quand les transporteurs de glucose sont pleins, vous ne pouvez plus rien amener. Mais comme le fructose prend un chemin différent, vous pouvez ainsi maximiser votre prise de glucides en utilisant deux formes différentes. Et il y a plusieurs manières pour réussir à faire ça. Et vous pouvez arriver à ces 5 à 9 de glucose dans votre boisson, si ça fait partie de votre régime alimentaire. Car je rappelle qu'il n'y a pas besoin de glucides pour bien performer dans un sport. Et vous devez entraîner aussi votre système digestif. La règle d'or étant de ne jamais faire quelque chose que vous n'avez jamais fait à l'entraînement le jour de la compétition. Donc, si ça fait partie de votre alimentation, faites des tests, comme toujours, et des ajustements pour trouver une formule qui marche pour vous, en commençant avec des valeurs faibles, puis en augmentant les valeurs éventuellement. Soyez prudent avec votre estomac. Parlons maintenant d'une chose que je fais par préférence, mais aussi à cause de mon emploi du temps, faire du sport à jeun. En général, je fais mes séances de résistance ou d'endurance dès que je me réveille et en ayant mangé pour la dernière fois la veille à midi ou en fin d'après-midi. Peu importe quelle source de carburant vous utilisez, les glucides, les graisses ou autre chose, le but est de créer de l'ATP pour avoir de l'énergie. L'ATP et de l'adénosine triphosphate. Et si vous hydrolysez de l'ATP, vous allez casser un des phosphates et obtenir de l'ADP. Si vous le faites, encore une fois, vous obtenez de l'AMP. Donc le D, c'était pour diphosphate. Le M, c'est pour monophosphate. Et si vous le faites une dernière fois, vous obtenez de l'adénosine tout court.
Et pour ceux qui ont écouté les épisodes du podcast sur le sommeil que j'ai pu faire, vous savez ce qu'il se produit si vous avez une accumulation d'adénosine dans votre organisme, vous avez envie de dormir. Et c'est ce qui se produit lorsque vous faites beaucoup de sport et que vous utilisez beaucoup d'énergie. Et comme nous en avons parlé, la caféine rentre en compétition avec l'adénosine et prend sa place sur les récepteurs, vous en, pardon, vous empêchant d'avoir cette envie de dormir sur le court terme, bien évidemment. C'est pourquoi il y a une corrélation entre la dépense énergétique liée au sport et le besoin de sommeil. Donc, pour en revenir à la question, dois-je manger avant ma séance? La réponse est oui, si vous savez que vous allez être limité en termes de carburant, ce qui n'arrive en général que si vous suivez un régime riche en glucides. Si en revanche, le type d'exercice que vous faites ne va pas causer de problème de réserve de carburant, alors manger ou non avant sa séance n'aura aucune importance. En termes de macronutriments, la quantité totale dans la journée est plus importante que le timing. C'est pourquoi vous pouvez manger un repas le soir et faire du sport le matin à jeun et vous sentir très bien. Pour des entraînements où l'épuisement des réserves de glycogène ne sera pas un problème, manger ou non avant sera une question de préférence personnelle. Maintenant, si ce que vous faites risque de causer l'épuisement des réserves de glycogène, il faudra soit manger avant, soit manger pendant l'effort. Souvent, la récupération commence dans la séance précédente. C'est-à-dire que les actions que vous faites pendant une séance peuvent vous servir pour la récupération à venir. En termes de nutrition, cela implique les protéines. Les protéines sont essentielles pour la croissance et la réparation des tissus, et l'avantage est que le timing n'a pas d'importance, comme nous l'avons dit. Pour les glucides, s'ils font partie de votre mode d'alimentation, le timing est un peu plus important. Ils ont besoin d'être disponibles pour maximiser l'hydratation et la restauration du glycogène musculaire perdu pendant la séance, chose faite naturellement par le corps via la néoglucogénèse si vous suivez un régime cétogène et ne nécessitant l'ingestion et nécessitant uniquement l'ingestion de protéines. Euh, Si vous avez 2 jours de pause ou plus entre 2 séances d'entraînement, vous n'avez pas besoin de vous soucier de si vous devez manger des glucides avant, pendant ou après votre séance, car vous aurez très certainement, restauré vos réserves de glycogène facilement entre vos séances. Néanmoins, si vous vous entraînez tous les jours ou même 2 fois par jour, le timing de la prise de glucides commence à importer et dans ce cas, vous pouvez en prendre avant, pendant ou après. Ça n'est pas nécessaire, mais vous pouvez le faire. Encore une fois, c'est une question de préférence personnelle. Si vous faites une séance où votre but est vraiment de travailler dur, que ça soit pour de l'hypertrophie musculaire ou en faisant beaucoup d'endurance, la dépense énergétique va être élevée, les dégâts musculaires vont potentiellement être importants et où l'utilisation d'énergie va être importante. Pour ce type d'effort, et si comme toujours vous suivez un régime riche en glucides, vous pouvez utiliser la mesure suivante. 1 gramme de glucides pour 1 kg de masse corporelle. Donc si vous pesez 100 kg, vous voulez être sûr de prendre 100 grammes de glucides avant, pendant ou après votre séance en tout. Pour les protéines, c'est environ la moitié, donc la moitié de votre poids en grammes. Donc avec les mesures, si vous faites 100 kg, vous prenez 100 grammes de glucides, 50 grammes de protéines, peu importe si c'est avant, pendant ou après votre séance, encore une fois. Selon les conditions, vous pouvez ajuster le ratio glucides-protéines. Si votre séance elle est plus cool, vous pouvez avoir un ratio de 1 pour 1. Si en revanche les conditions sont plus difficiles, à cause de la chaleur par exemple, vous pouvez prendre un ratio de 3 voire de 4 pour 1, c'est-à-dire 150-200 grammes de glucides pour 50 grammes de protéines avant, pendant ou après votre séance. Parlons maintenant très brièvement de stimulants pour terminer cet épisode et on reprendra cette discussion dans le prochain épisode. Et commençons par celui qui est le plus utilisé et pas seulement pour faire du sport,
La caféine. Nous savons assez clairement que la caféine a un effet énergisant. Vous pouvez en consommer autant que cela vous paraît raisonnable et si cela fait partie de votre régime alimentaire, avec un point d'attention tout de même sur le fait qu'au plus vous en consommez, au plus il vous en faudra pour avoir les mêmes effets, bien qu'il commence à y avoir des études sur le fait que même des personnes habituées à la caféine ont quand même cet effet énergisant sans avoir un gros boost pour autant. En général, le boost, il va arriver au bout de 30 à 45 minutes après l'ingestion de la caféine, mais ça dépend énormément de la personne, tout comme la demi-vie, hein, qui est de l'ordre de 4 à 6 heures en général. Donc faites attention pour ne pas qu'elle perturbe et dégrade votre sommeil. Mais en termes de performance, en prendre avant un effort peut permettre d'améliorer vos performances, en particulier pour l'endurance, moins pour la force en général. Comme toujours, c'est une histoire de test. Il semblerait que 1 à 3 mg de caféine par kilo de masse corporelle a un effet d'amélioration des performances quand c'est consommé 30 minutes avant de faire sa séance, et ça a aussi un effet d'amélioration des performances mentales. En particulier, lorsque les personnes ayant l'habitude de boire de la caféine se sont abstenues d'en prendre pendant 2 à 15 jours, mais aussi lorsque ça n'est pas le cas, prendre 1 à 3 mg de caféine par kilo de masse corporelle 30 minutes avant que l'événement ne débute environ semble offrir un boost de performance physique et mentale, améliorant les choses telles que le temps de réaction, la puissance ou encore l'endurance. Toutefois, et on va terminer par ça, si une personne n'étant pas adaptée à la caféine car elle n'en consomme jamais vient à en introduire subitement dans son régime alimentaire, cela peut sérieusement dégrader les performances. Merci de m'avoir écouté. Voilà, c'était un épisode encore une fois bien rempli. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast des 4 piliers. On se retrouvera dans quelques semaines pour la deuxième partie de cet épisode. Voilà, donc on a parlé des premiers suppléments, on a parlé notamment de la créatine, on a beaucoup parlé d'hydratation, mais c'est tellement important. Et puis on a fini un peu là sur les stimulants. Donc merci pour votre écoute. Comme toujours, si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à me dire en commentaire, eh bien, des sujets que vous aimeriez bien que j'aborde sur, le podcast des 4 piliers. Si vous êtes sur les plateformes d'écoute, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à partager également. Et puis sur ce, comme toujours, je vous souhaite une excellente journée.